Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. J'ai bien perdu 1 heure d'enregistrement à cause de mon ordi complètement à la ramasse qui surchauffe dès qu'il doit gérer 2 choses simultanément. Mais je vais pas vous bassiner avec mes problèmes techniques, je préfère démonter le stéréotype véhiculé par certains influenceurs à l'intelligence discutable qui se contentent d'annoncer le terme de fatigue du genre héroïque en voyant le score au box-office du film lors de sa semaine d'ouverture. Copiant par là un bon paquet de journalistes anglophones bas du front parlant de Marvel fatigue ou de super-héros fatigue à tout bout de champ. Utiliser ce concept, c'est vraiment la marque d'une incapacité à distinguer la corrélation de la causalité, puisque dans le fond, les personnes qui mettent en avant cette idée d'une fatigue du public concernant le genre super-héroïque, elles se bornent à observer que les films Marvel et DC ont de moins bonnes performances au box-office, et on vient à la conclusion que s'ils attirent moins de monde, ça doit forcément vouloir dire que c'est la faute du genre héroïque. Honnêtement, j'ai plus de respect pour les piliers de bar. Eux au moins, leur taux d'alcoolémie rend les conneries qu'ils débitent excusables. Mais pourquoi es-tu si véhément, sage youtubeur devant l'éternel, me diront certains? Eh bien parce que ne pas prendre la peine de déterminer quel est le ou les facteurs responsables de la baisse d'audience et postuler que c'est forcément la faute du genre héroïque, ça revient à parler sans méthodologie rationnelle, en d'autres termes, à débiter des élucubrations au doigt mouillé. Quand le scientifique tient Yelena en joue, il n'avait aucune raison de ne pas tirer. Elle a clairement montré et avoué être une tueuse. Elle vient prendre possession d'une technologie à très haut potentiel de destruction. Il avait toutes les raisons de tout faire pour l'empêcher d'obtenir cette technologie. Il n'avait aucune raison de ne pas la tuer. Ah, c'est pas Hulk en plus, la petite dame. Une balle bien placée, il n'y a plus de piles. En outre, si vous prenez de la distance, c'est une belle occasion manquée pour ceux qui ont fait le film de montrer les capacités d'Yelena en lui faisant employer la ruse ou sa technologie pour gagner. Par exemple ses bracelets de veuve noire, mais non, au lieu de ça, elle s'avance en ligne droite pour lui offrir la parfaite occasion de la descendre. Après, peut-être que c'est censé renforcer l'idée qu'elle est instable psychiquement, qu'elle recherche la mort, ok. N'empêche que c'est exécuté sans subtilité de mise en scène. Le plus gros problème de cette scène d'introduction, c'est qu'on se souvient des films, enfin certains d'entre nous. Et ça montre qu'elle se fout de la vie d'autrui, qu'elle tue des agents de sécurité, des scientifiques, sans vraiment que l'on sache s'ils sont innocents ou pas, parce que ça arrange bien les scénaristes de pas avoir à répondre à cette question. Et tout ça alors qu'elle est censée avoir eu sa rédemption dans le film Black Widow, ce qui devrait la rendre soucieuse de ne pas massacrer sans réfléchir. Vous comprenez en gros qu'elle est passée d'une tueuse qui tue sans réfléchir pour le type qui contrôlait les Black Widow, à une tueuse qui tue sans réfléchir pour le compte de Valentina. Génial. À ce rythme, dans 1000 ans, elle aura peut-être trouvé Jésus ou Bouddha. L'instant d'après, Bucky, il s'exprime face à des journalistes avec lesquels il fait des tautologies. Je veux bien que nos politiciens modernes soient mauvais sur le fond, mais il faut pas pousser. Ils ont quand même un minimum de bagage en synonyme, ils savent dire la même chose avec des mots différents. Non, là, la Bucky, c'était vraiment, je répète, le même truc en boucle. On en vient donc à l'antagoniste de ce film, qui souvent a quand même la faiblesse des films Marvel, à l'exception de Thanos. Et là, c'est bien pratique, parce que justement, je suis plutôt féru de politique, et je ne peux pas m'empêcher de faire remarquer que cette bande de cheveux blancs si caractéristique dans la chevelure de Valentina ressemble à s'y méprendre à ce trait si atypique d'une femme politique qui existe dans notre monde à nous, Tulsi Gabbard. Deuxième étrangeté dans le film Black Widow, la bande de cheveux colorés de Valentina de Fontaine était mauve. Et au miracle, il se trouve que Tulsi Gabbard a été désignée pour devenir directrice du renseignement national par Trump en novembre 2024. Après l'investiture de ce dernier, le 20 janvier 2025, suite à une série d'auditions, le Sénat la confirme à ce poste le 12 février 2025. Bien évidemment, ne vous demandez pas si c'est un sous-texte politique, car voyez-vous,
Disney n'a jamais de parti pris, car Disney est impartial, ce serait du complotisme de penser le contraire. Après, elle sert la soupe habituelle du politicien qui se respecte devant une commission d'enquête. Rien de spécial à redire là-dessus. Ensuite, Tulsi, Valentina de Fontaine, avoue massacrer un sacré paquet de gens pour protéger sa carrière politique. Là encore, aucun sous-texte à chercher, hein, bien sûr. On arrive enfin à la première scène avec Red Guardian, qui nous ramène quand même un peu de joie de vivre, hein, le bon vivant qui sait profiter des choses simples et saines, qui nous sauve de la pleurnicherie de Yelena. Famille, patrie, fromage et charcuterie, sacré slogan. Valentina, elle a rien trouvé de mieux pour se débarrasser de ces 4 agents que de les envoyer au même endroit, qui nous donne un affrontement plutôt correct, mais on peut pas s'empêcher de dire les revoilà qui forcent avec les affrontements déséquilibrés. Vous pouvez pas faire s'affronter une veuve noire et un gars comme Walker qui a pris le sérum de super soldat. Non seulement il devrait la plier en deux, mais surtout elle devrait être incapable de ne serait-ce que le faire bouger d'un pouce. Si vous pensez le contraire, allez tenter votre chance sur un dos argenté, en vous disant que le dos argenté, lui, il n'a aucune chance de battre un humain sous sérum de super soldat. Il faut croire que les scénaristes écrivent bourrés et qu'ils ont eu un trou de mémoire quand t'as la condition de simple humaine de Yelena. Ok, je sais bien que c'est sous-entendu que Walker se retient contre Yelena. Enfin ça, c'est si ceux qui ont fait le film sont subtils, mais j'en doute fortement. Et en substance, ça change rien à ce que je dis. Elle devrait pas pouvoir le bouger. Ce qui renforcerait en plus la conscience de son véritable potentiel. Il en serait d'autant plus impressionnant. Alors, vous avez Ghost qui lâche T'es pas le centre du monde, mon grand Captain America. Là encore, je sais pas si je lis quelque chose qui n'est pas là, mais ça fait un petit tacle au chauvinisme et à l'impérialisme américain que j'approuve. Oh, par contre, on est dans Skyrim ou quoi là? Les gens qui volent comme des poupées de chiffon dans tous les sens. On doit d'ailleurs encore être dans Skyrim parce que la maîtresse des corvées qui se fait fumer malproprement sans qu'aucun des personnages présents n'en ait quoi que ce soit à foutre, je vais mettre du temps à m'en remettre. Hein. Il y a Yelena qui nous sous-entend qu'elle a un peu de compassion pour elle, mais mais en fait, elle s'en fout qu'elle se soit faite descendre comme une merde, comme ça. Dans la scène de Bucky au gala, il est toujours aussi maladroit et vide de charisme. Aussi, je vais pas m'étaler là-dessus. Oh là là. Ghost, qui ose dire à Walker, ah oui, tu étais Captain America avant que tu massacres un innocent devant témoins. Mais bordel. Mais son innocence était un terroriste qui venait de tuer son ami sous ses yeux et qui continuait, sans le moindre doute possible, à être une menace pour toutes les personnes présentes. À un moment, en fait, vous voulez quoi? À un moment, en fait, ça veut dire que vous vous souciez plus de la vie de ceux qui tuent d'autres personnes que de la vie de ses victimes potentielles. Vous estimez que sa vie est supérieure en importance à toutes celles des personnes dont il menace l'existence. Il faudrait peut-être arrêter d'être con un jour, quoi. Mettez-vous dans la situation. Si vous étiez une de ces personnes qui assistent au truc et vous avez un type qui tire en rafale dans tous les sens, vous seriez peut-être bien content qu'il y ait quelqu'un qui le descende. Hein. Là, on vous entendrait peut-être moins râler. Hein. Parce qu'à un moment, ce serait bien de se mettre aussi dans les pompes des personnes qui sont dans ces situations, quoi. Dans l'incinérateur, nos héros s'illustrent pas spécialement par leur intelligence ou leur efficacité, mais passons. Le tout est sauvé par le flashback de Yelena et l'évidente empathie de Sentry, immédiatement démoli par le couplet sur le cliché de la taille de zob de Yelena. Ensuite, le dialogue en tête-à-tête de Yelena et de Sentry sur la dépression est plutôt bon et bien joué. Après, dans quelle mesure Florence Pugh nuit à mon objectivité, ça vaut de me le dire. Entre cette scène et celle de l'ascenseur, il y a Bucky qui est ridicule comme tout le long de cette première partie du film et qui me donne pas envie de m'étaler dessus. Et comme deuxième souffre-douleur du film, vous avez une scène parmi tant d'autres d'humiliation artificielle de Walker qui est pointée comme étant le pire du groupe dans la mise en scène parce que, oulala, quel monstre, il regardait son téléphone alors qu'il était en train d'être censé surveiller son fils. Mais il était à côté, il était à 1 mètre à peine. Les autres de la bande, ils ont massacré dans tous les sens, par caprice. Ça va, ça passe.
c'est pas grave. Quand Valentina comprend que Sentry, c'est la récompense de tant d'années de recherche, là, elle fait preuve d'encore plus de bêtises que ceux qu'elle désignait comme des demeurés, hein, en envoyant des types sans pouvoir, sans préparation spécifique, les affronter. Après ça, les scènes s'enchaînent, sans trop avoir à y redire, si ce n'est l'obscurité excessive qui rend le tout difficile à suivre. Deuxième scène de Red Guardian qui sauve l'ambiance avec sa bonhomie naturelle pendant bien 10 minutes, le tout agrémenté d'un Bucky qui débarque en moto et qui nous prouve que quand on respecte les règles du cool, même moi j'arrête de râler. Vous avez Valentina qui nous sort une disquette signée Palpatine à Sentry. C'est pas mauvais, c'est pas incroyable, voilà, c'est correct. L'irruption de Bucky dans la tour, le fait qu'il décide sagement de foncer comme un bourrin dans l'immeuble où Valentina se trouve, ça m'a pas dérangé parce qu'en soi, ils sont 3 super soldats plus Ghost, permet d'aller beaucoup plus vite vers l'objectif tout en présentant des risques infimes. Surtout que s'ils doivent affronter un gars qui a la puissance d'un millier de soleil, ne pas arriver à rouler sur des humains normaux, ça rendrait la tentative inutile. Ah mais ouais, justement. Comme ils ont vraiment respecté le niveau de pouvoir de Sentry, ça sert vraiment à rien de l'affronter. Ça sert par contre quand même à nous donner une des meilleures scènes du film, dans laquelle Sentry il fait preuve d'une retenue exemplaire. Ce qu'il illustre très bien là, c'est ce moment où il balance Red Guardian, il le propulse comme ça à travers la fenêtre, mais il se rend compte qu'il l'envoie un peu trop loin, un peu trop fort, donc il se dit il y a des chances qu'il en crève. Et du coup, il lui fait faire le chemin inverse. En gros, il le sauve. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Passé cette fessée bien sauvage qu'ils se sont pris, Red Guardian, il nous sauve encore le film. C'est le seul de combatif et de positif après la déculottée qu'ils se prennent. Bon, Valentina de Fontaine, elle est définitivement à la ramasse. Elle pense très sérieusement qu'elle a tué Sentry avec son petit gadget, malgré sa connaissance de l'étendue de ses pouvoirs. Ce qui est dans la continuité de sa stupidité crasse tout le long de ce film. Il faut être d'une connerie abyssale pour sélectionner spécifiquement des personnes déséquilibrées en vue d'en faire un être tout puissant. Mais bordel, quoi, c'est quoi cette logique, quoi? Il y a eu personne pour lui dire « Ah non, mais peut-être que ce serait bien de prendre des gens équilibrés, qui ont une bonne stabilité mentale, ou qui sont obéissants. » Ça peut être aussi l'alternative. Soit obéissant, soit stable mentalement, quoi. Ça semblerait un peu élémentaire, mais bon. Ensuite, voir les Thunderbolts galérer avec une fraction des dégâts occasionnés par Sentry, c'est plutôt sympa, ça renforce bien le fossé titanesque qui les sépare. L'instant, là, dans la dimension de Sentry, c'est correct, que là encore, voilà, c'est un peu à l'image du film, pas incroyable, pas catastrophique, dans le moyen plus, quoi. J'avoue que ça m'a fait plutôt sourire d'entendre Bucky qui dit moi j'ai que des bons souvenirs. Je trouve ça plutôt drôle pour quiconque connaît son lore. La fin avec Valentina qui s'en sort alors qu'il aurait suffi qu'il révèle ce qu'elle a fait. Je comprends un peu le sous-entendu, enfin je suppose que c'est ça. Ils se disent ah oui mais avec toutes ses connexions, tout son réseau, elle pourrait ne s'en sortir qu'avec des poursuites judiciaires et une amende un peu sévère, mais pas beaucoup plus, quoi. Et que donc il préfère lui faire comprendre ah oui on te tient, on va te balancer si tu fais pas ce qu'on te dit, oui d'accord, mais bon, je suis pas sûr que ce soit bien plus efficace en fait de faire cette solution là qu'ils ont choisie, parce que c'est comme tout, c'est selon la psychologie de la personne. Un tueur en série, vous pouvez bien lui dire ah oui, attention, il faut pas refaire. Mais je suis pas sûr que ce soit très efficace, mais enfin bon. Alors comme j'ai pu le dire plein de fois, le film est plutôt bien. Il est pas catastrophique, il est pas excellent, et c'est pas parce que je critique que je déteste. Mais alors quand même, la Taskmaster de Wish qu'on se tape depuis Black Widow, franchement c'est fatigant. D'autant que là, elle avait enfin une chance de se racheter, de devenir un personnage un peu intéressant, et il la jette comme une vieille chaussette, comme ça. Et quand vous connaissez le personnage de Taskmaster, vous vous dites mais quelle occasion manquée, quoi, bordel. Bon, en même temps, Taskmaster, dans les comics, il s'appelle Tony.
Vous imaginez bien hein, que pas trop une femme, hein. C'était un agent du Shield auquel un sérum de super soldat concocté par les nazis a été injecté. Et le truc, c'est que chez lui, il avait une mémoire photographique exceptionnelle qui a été boostée par ce sérum, mais en contrepartie, ça lui a donné une amnésie vraiment sérieuse, au point où il se souvenait davantage des patterns, des schémas de mouvement des personnes que des personnes en elles-mêmes. Alors, petite citation de Taskmaster, j'ai ce problème de mémoire. Je copie les mouvements de qui que ce soit juste en les voyant. Ça fait beaucoup d'informations. Plus que ce qu'il y a comme place dans mon cerveau, j'imagine. Alors, j'oublie des choses qui ne sont pas à propos de combat, de survie, des gens, des endroits. Je peux pas me souvenir de ce que j'ai fait la semaine dernière. Ce mardi, je me souviendrai probablement pas de notre conversation. Je voulais te combattre parce que je pensais qu'en me souvenant de tes mouvements, je me souviendrais de toi. Mais tous tes mouvements sont ceux de quelqu'un d'autre comme les miens. Bon. Clairement, Taskmaster, c'est supposé être un personnage tragique. C'est l'allégorie parfaite de l'expérience de Milgram. C'est la soumission basée uniquement sur la perception de la légitimité de l'autorité qui confie une tâche, et que la personne exécute sans aucune remise en question du bien fondé de la tâche. C'est Yelena, c'est Taskmaster, c'est plein de personnages dans ce film. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et je vous retrouve au gré de l'actualité.